Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction de ce lundi 30 novembre 2015. Voici tout de suite les titres qui seront développés dans ce journal. Le président de la République participe en ce moment même à Paris au sommet de la COP 21. Vous allez suivre tout de suite, juste dans ce journal même, l'intervention du président de la République. Et les universitaires des arabophones ont fait ce matin un soutien au président de la République au Palais du Peuple. Comme je vous le disais dans le titre, avant d'entamer ce journal, je vous mets en direct tout de suite à l'Assemblée de la conférence de la COP 21 où le président de la République tient son discours. Je vous retrouve juste après. Le gouvernement, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Madame la secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi qu'à mon tour, je vous présente à nouveau, Monsieur le Président, à vous et à la nation française, nos condoléances les plus attristées suite aux attentats terroristes lâches et odieux qui ont endeuillé la France et au-delà la communauté internationale tout entière. Je voudrais ici vous réitérer notre indéfectible soutien pour combattre ensemble et sans relâche le terrorisme sous toutes ses formes. Mesdames et Messieurs, il y a 53 ans, le monde émergeait de la pire catastrophe humanitaire de notre histoire moderne. C'est sur ces décombres que la communauté internationale, tenue par l'urgence, a bâti son salut grâce à un consensus traduit par la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris le 10 décembre 1948. Aujourd'hui, c'est à ce même consensus que nous nous devons de donner naissance. C'est à ce même courage auquel nous devons faire appel. C'est à ce même sens des responsabilités, à ce même devoir, le devoir de protéger notre planète et de léguer aux générations futures une planète viable que nous devons nous astreindre pour la postérité, pour l'humanité, ici même à Paris, comme ce fut le cas lors de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, depuis le sommet de Rio, tenu en 1992 au Brésil, la menace du changement climatique n'a fait que se densifier. Et pourtant, il apparaît aux yeux de tous qu'assurément, la communauté internationale n'est pas encore à la hauteur des enjeux colossaux que représente la crise environnementale globale à laquelle nous sommes confrontés, et ce alors même que nous maîtrisons désormais ses fondements théoriques. Et ce alors même que nous disposons d'outils de plus en plus efficaces susceptibles de nous orienter dans nos trajectoires de croissance dans des directions plus respectueuses de l'environnement. C'est donc là un paradoxe qui semble incompréhensible aux yeux de nos concitoyens et insupportable pour les nombreux pays qui vivent le changement climatique comme un compte à rebours vers des lendemains hostiles et incertains. Il est acquis que si rien n'est fait, dans moins d'un demi-siècle en Afrique de l'Est et au Moyen-Orient, il sera impossible pour l'être humain de survivre du fait des températures extrêmes causées par les gaz à effet de serre. Désertification, appauvrissement des sols, assèchement des puits, inondations et phénomènes climatiques sont d'ores et déjà des aléas récurrents contre lesquels nos populations se battent à la hauteur de leurs moyens, souvent dérisoires. Mesdames et Messieurs, nous savons que l'on ne pourra gagner la lutte contre le changement climatique que si nous prenons des mesures drastiques pour réduire l'émission des gaz à effet de serre. Conformément au principe de responsabilité commune, mais différenciée, les pays développés qui ont, faut-il le rappeler, une responsabilité
historiques dans le réchauffement climatique et qui ont les capacités technologiques et financières suffisantes, ces pays-là doivent montrer l'exemple en réduisant de façon substantielle leurs émissions de gaz à effet de serre. De même, les pays en développement doivent assumer leur part de responsabilité. Aucun argument économique ne peut justifier la mise en danger de la planète, car la croissance et la richesse matérielle que nous amassons aujourd'hui seront dérisoires devant les coûts abyssaux engendrés par les catastrophes climatiques. Que dire des vies humaines qui seront perdues? Certes, des mécanismes d'adaptation et des outils d'assurance des populations ont été développés ces dernières années. Et je crois que nous ne sommes qu'au début des projets permettant de protéger les populations les plus fragiles contre les aléas climatiques. Mais les besoins de nos pays sont tels qu'il est crucial de les développer davantage. En ce sens, j'endosse pleinement les déclarations faites par le président d'Afrique du Sud au nom du groupe du 77 et la Chine et par le président du Soudan au nom de l'Afrique. Aussi, la mobilisation des pays du Sud en général et l'Afrique en particulier face aux défis du climat sera d'abord conditionnée par la capacité qu'auront les pays du Nord à apporter des réponses plus consistantes aux deux questions sur lesquelles l'Afrique les attend. D'une part, celle de l'adaptation aux effets du changement climatique et de son financement, d'autre part, celle des transferts de technologies. Monsieur le Président, à l'instar des autres pays africains, l'adaptation reste la priorité du gouvernement djiboutien. En effet, nous sommes déjà confrontés au manque d'eau, à la faiblesse de la productivité dans l'agriculture, aux inondations dévastatrices, aux sécheresses récurrentes, à l'augmentation du niveau de la mer, aux problèmes de santé dus au changement climatique, et j'en passe. Toutes les actions prises pour faire face à ces phénomènes climatiques extrêmes doivent être financées. C'est pourquoi nous demandons à ce que le financement international mobilisé dans le cadre de la lutte contre le changement climatique soit équitablement partagé entre les actions d'atténuation et les actions d'adaptation. À ce sujet, nous sommes inquiets de la tendance actuelle qui, comme l'a révélé le récent rapport de l'OCDE présenté à Lima, montre que seulement 17% du financement est consacré à l'adaptation, ce qui reste largement insuffisant. Négliger l'adaptation, c'est donc oublier que le changement climatique frappe déjà beaucoup de pays et que son impact négatif ne fera que croître, quelles que soient les mesures d'atténuation qui seront prises. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour adopter un nouvel accord universel et j'espère juridiquement contraignant. Instruit par l'expérience du protocole de Kyoto et par l'échec du sommet de Copenhague, nous devons prendre les décisions qui s'imposent pour trouver un accord qui, d'une part, n'exclut aucun pays et, d'autre part, qui soit juste et équitable. Pour ce faire, il faudra sans doute accepter, et avant qu'il ne soit trop tard, d'ouvrir le précaré des souverainetés nationales pour asseoir le cadre d'une réponse efficace à la menace la plus globale qu'ait connue l'humanité. L'espoir est là, à nouveau, au rendez-vous. Il est assez fort et assez puissant pour nous permettre de nous entendre sur l'essentiel, celui d'agir enfin et vraiment pour la planète. Je vous remercie. Vous venez
venez de suivre en direct les discours du numéro 1 djiboutien Ismaël Omar Guelleh, qui a tenu un important discours devant les dirigeants du monde entier, qui participe à la COP21 qui se tient à Paris. Et je félicite plutôt au passage toutes nos équipes techniques, ceux qui se trouvent actuellement à Paris et ceux de la Régie News, qui nous ont fait suivre en direct ce discours. Il faut rappeler aussi que celle-ci est une prouesse technique qu'a su relever la RTD aujourd'hui en nous faisant vivre en direct le discours qu'a tenu maintenant même le chef d'État à Paris devant tous les présidents du monde entier. Près de 150 chefs d'État et membres du gouvernement participent à la COP21. Et Djibouti, à l'instar de 195 autres parties membres de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Encore une fois, bravo à nos techniciens. Il faut rappeler également que ce changement climatique va présenter sa stratégie nationale afin de mobiliser des fonds pour permettre au pays de devenir une nation émergente dans les années à venir. La République de Djibouti, qui ambitionne de devenir à l'horizon 2020 le premier pays africain à utiliser 100% d'énergie verte, a opté pour une stratégie nationale orientée vers le développement durable, tout en capitalisant sur sa position géostratégique qui la place au croisement de la mer Rouge et de l'océan Indien. Djibouti, qui est l'un des premiers pays d'Afrique à avoir annoncé ses engagements pour le climat en vue de la COP21, est devenu le 14 août dernier le 6e pays du continent et le 54e pays du monde à avoir soumis son plan d'action à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique qui a fait l'objet de validation d'un décret présidentiel. Sachez également que vous allez retrouver en détail ce discours du chef de l'État et beaucoup plus d'informations dans nos prochaines informations. Et autre actualité nationale dans ce 15 heures. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a procédé hier à la remise des médailles de distinction à des hommes d'affaires qatariens et koweïtiens pour leur service louable envers la République de Djibouti. Parmi ces personnes décorées figurent les frères Ahmed Abdallah Al-Khal et Abdurrahman Ahmed Al-Khal, qatariens, qui ont financé le complexe de développement d'Obok, la construction d'un bâtiment à Gabout 4, ainsi qu'une boulangerie et des ateliers de production au complexe Ar-Rahma de Balbala. Le Premier ministre les a élevés au rang d'officier dans l'ordre national du 27 juin. Il a aussi remis la médaille au grade d'officier dans l'ordre national du 27 juin à Saad Marsouk Al-Utaybi, koweïtien, président d'ARC du secteur de l'Afrique de l'Est, qui a largement contribué au soutien de ces activités. Enfin, le Premier ministre a rendu un vibrant hommage aux décorés pour leur soutien aux activités de bienfaisance en République de Djibouti et leurs généreux efforts. Vous allez retrouver ces images également dans nos prochaines éditions. À l'occasion de la Semaine nationale de la lutte contre le VIH-Sida, célébrée tous les 1er décembre de chaque année, le ministre de la Santé, Dr Qassim Sarr Othman, a fait une déclaration où il sensibilise la population djiboutienne sur les risques de cette pandémie. Voici un extrait de son allocution. Célébrons la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. La journée mondiale de lutte contre le sida est une occasion de commémorer ceux qui nous ont quittés, mais aussi de sensibiliser nos compatriotes sur la menace toujours persistante de cette pandémie. Le thème de l'année 2015 de l'objectif zéro nouvelle infection due au VIH, zéro discrimination et zéro décès lié au sida est toujours d'actualité, même si le monde est parvenu à changer le cours de l'épidémie. L'épidémie est sur le déclin, avec une chute importante de nouvelles infections et de décès du sida. Maintenant, le but est d'aller à une étape ultérieure qui est la fin de l'épidémie d'ici 2030. Mesdames et messieurs, notre pays, Djibouti, et aucun pays au monde d'ailleurs n'est à l'abri de cette pandémie. Comme vous le savez, notre pays connaît une épidémie généralisée qui commence néanmoins à se stabiliser. Ainsi, nous comptons aujourd'hui 1855 personnes qui bénéficient gratuitement d'un traitement antirétroviral et de suivi adéquat, et pourtant, cela ne doit pas nous occulter qu'il y ait un nombre assez important de personnes qui ne connaissent pas leur statut sérologique. J'insiste encore une fois qu'il est primordial pour atteindre l'objectif zéro nouvelle infection au VIH, zéro discrimination et zéro décès lié au sida, annoncé si haut que toute personne devrait connaître son statut sérologique. Les services de dépistage volontaire et confidentiel sont disponibles aujourd'hui dans toutes nos formations sanitaires
et notre politique de dépistage est basée sur le respect des principes de consentement éclairé et la confidentialité assurée. Ces importantes avancées en termes d'accès au dépistage, soins et traitements ont été renforcées par une action politique forte, sans cesse renouvelée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec la ratification cette année par notre pays de la Convention arabe pour la prévention du VIH-Sida et la protection des droits des personnes vivant avec le VIH au mois de mars 2015. Ceci est une grande avancée pour notre pays. Djibouti a été le premier pays de la Ligue arabe à signer cette convention et devient de cette fête un modèle dans la région MENA pour la prévention du VIH-Sida et la protection des droits des personnes vivant avec le VIH. Sur le plan de l'engagement politique toujours, la première dame du Djibouti, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a lancé la campagne de l'élimination de la transmission du VIH-Sida des parents à l'enfant lors d'un atelier qui s'est tenu au campus. Ensemble pour la suite de ce journal. L'Union des diplômés universitaires arabes a organisé ce matin au Palais du Peuple, en collaboration avec la Ligue des Ulema, une cérémonie de soutien au président de la République Ismaël Omar Guelleh pour un nouveau mandat en 2016. Cette cérémonie a vu la participation notamment du président de l'Union des diplômés universitaires arabes, Al-Saleh Ahmed Abdallah, et son adjoint Khadar Ahmed Abdullahi, ainsi que des centaines de jeunes diplômés arabophones et plusieurs ulémas et des prêcheurs de la capitale. La cérémonie a débuté avec les versets du Saint-Coran et l'hymne national. Les différents intervenants ont exprimé leur satisfaction sur les grandes réalisations qu'a accompli le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh durant 2 décennies. Les intervenants ont demandé au président de la République de poursuivre le processus de développement économique et social. Les intervenants ont affirmé les efforts entrepris par le président de la République pour la promotion de la langue arabe et des affaires musulmanes de notre pays. Toujours en nouvelle du pays, un atelier national de validation du rapport sur l'état des lieux des ouvrages d'eau potable s'est tenu ce matin à l'hôtel Acacia. Cette réunion a vu la participation de la directrice de l'hydraulique rurale, du ministère de l'Agriculture, l'ingénieur Souad Suleiman Ahmed, les représentants des institutions nationales, les représentants des différentes agences du système des Nations Unies et les représentants des préfectures. Cette réunion consistait à fournir un document stratégique en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement en milieu rural dans les court, moyen et long terme en République de Djibouti. Cet atelier est dans le cadre du programme national intégré d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en milieu rural à l'horizon de 2035, financé par la Banque africaine de développement. Je vous propose à présent d'écouter l'intervention de la directrice hydraulique, l'ingénieur Souad Suleiman Ahmed. De l'aide financière apportée par le groupe de la Banque africaine de développement. Et il est réalisé par le groupement MCG Safi. Comme vous le savez tous, à l'instar de la quasi-totalité des pays d'Afrique, la question de l'eau a toujours été et restera une question essentielle et un défi majeur pour la République de Djibouti. D'ailleurs, elle figure dans les axes stratégiques prioritaires de la feuille de route du gouvernement. Et ce, afin de garantir un processus de développement durable en matière d'accès à l'eau et assainissement. Et ainsi favoriser une sécurité alimentaire pérenne et promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau des bassins hydrographiques nationaux et transfrontaliers. Ce programme est un programme de grande envergure. Il vise essentiellement à fournir à la République de Djibouti un document stratégique en matière d'eau potable et d'assainissement en milieu rural dans le court, moyen et long terme. Les différents comités de gestion communautaire de la commune de Balbala se sont réunis ce matin au CDC de Wahled Daba et a vu la participation du président de la commune de Balbala, Youssouf Nouhou, la coordinatrice du projet de mutilation génitale féminine, Mariam Kakou, ainsi que le président des différents comités de gestion communautaire. Commentaire. Les différents comités de gestion communautaire de la commune de Belbela se sont réunis aujourd'hui au CDC de Wahled Daba. Cette réunion a vu la participation du président de la commune de Belbela, Youssouf Nouhou, la coordinatrice du projet de la MGF, Mariam Kakou, ainsi que le président de différents comités de gestion communautaire. Cette réunion a pour objectif de mieux coordonner les activités des différents comités communautaires. Elle avait pour but également de faire le bilan de leurs activités réalisées. Nous avons interviewé à l'issue de ces journées le président du comité de gestion communautaire de Kartekat qui nous a livré ses impressions. Pour aujourd'hui, on a une journée de sensibilisation intercommunautaire. Cette journée est dédiée
l'échange des communautés diverses qui habitent dans notre société. Pour cela qu'on est assez nombreux à venir participer. Mais en tout cas que moi, personnellement, je suis venu du quartier 4, je suis des communes de Belarus. C'est pour cela que je participe ici en cette journée. Pour cela que je voulais dire qu'aujourd'hui, on est bien animés. Il y a notre programme, on a détaillé notre programme. Pour l'instant que je veux simplement dédier à cette journée une journée très bien. Le village de Yoboki a bénéficié d'importants travaux de nettoyage qui sont déroulés du 27 au 29 novembre et c'était initié par les ministres de la région, en l'occurrence le ministre de l'équipe de transport, Moussa Hassan, et le secrétaire d'État à la jeunesse au sport, Badoul Hassan Badoul, qui ont mobilisé la société civile. Les travaux réalisés dans le cadre avec pour slogan pour un village propre et attrayant ont consisté au ramassage des ordures ménagères et surtout la réfection des principales artères du village ainsi que le réaménagement des anciennes voies de circulation qui étaient inaccessibles. Ces activités ont été entreprises sous la conduite du député Ahmed Mohamed Ali, dit Ahmed Daba, avec le concours de l'ADR, l'agence d'Illusiane des routes, aussi la mobilisation de la société civile, notamment l'association Génération pour le développement et la solidarité d'Adal Ado, ainsi que la jeunesse yobokoise. Une opération d'autant plus importante que ce village, qui avait été sérieusement endommagé par le conflit armé, abritait d'énormes décombres, des vestiges des maisons détruites, ainsi que des épaves, des automobiles. Les travaux conduits par l'équipe de l'ADR qui a mobilisé leur matériel nécessaire est resté à pied d'œuvre 3 jours durant. Ils ont effectivement permis aux villageois de ce village de Yoboki de changer d'aspect et d'améliorer la qualité d'hygiène. Les habitants qui vivaient dans cette situation ont beaucoup apprécié cette initiative fort louable. Ils n'ont pas manqué d'adresser leurs sincères remerciements tout d'abord au président de la République, Ismaël Marguerite, ainsi que les ministres de la région, le député également de la région et le directeur de l'ADR. Actualité à l'étranger maintenant. Le président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, qui participe actuellement à COP21 avec quelques 150 autres chefs d'État et de gouvernement, également le président de la République, Ismaël Marguerite, à la COP21, qui vise à conclure un accord pour enrayer le réchauffement climatique. M. Obama, qui a fait du climat l'une de ses priorités depuis son arrivée au pouvoir en 2009, devrait s'est exprimé ce lundi, en milieu de journée, à la tribune de la conférence de l'ONU au Bourget, près de Paris. Commentaire. Obama doit participer ce lundi avec quelques 150 autres chefs d'État et de gouvernement à la COP21 qui vise à conclure un accord pour enrayer le réchauffement climatique. Je suis optimiste sur ce que nous pouvons réaliser, a-t-il lancé dans un court texte posté sur Facebook au moment même de son départ de Washington. Ce que nous allons essayer de faire à Paris est de mettre en place un cadre sur le long terme pour la réduction d'émissions de gaz à effet de serre avec des objectifs fixés par chaque pays qui soient suffisamment transparents pour pouvoir être vérifiés par les autres, a-t-il souligné. Obama, qui a fait du climat l'une de ses priorités depuis son arrivée au pouvoir en 2009, devait s'exprimer lundi au milieu des journées à la tribune de la conférence de l'ONU au Bourget, près de Paris, au lendemain des attentats du 13 novembre qui ont endeuillé Paris et au moment où certains responsables politiques français s'interrogeaient sur le maintien de la COP21. Obama fut le premier à confirmer qu'il participerait à la grand-messe du climat. Obama devait entamer sa journée de lundi par une rencontre bilatérale avec son homologue chinois Xi Jinping. La Chine et les États-Unis sont l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre de la planète. La Chine a annoncé vouloir poursuivre 2 objectifs principaux, faire culminer ses émissions de CO2 avant 2030 et atteindre 20% d'énergie non fossile dans son mix en 2030. Elle ne dit pas quelle part sera remplie par les renouvelables, l'autre part étant le nucléaire. Le président chinois Xi Jinping sera donc l'un des acteurs les plus stratégiques dans les négociations, car son pays cumule deux statuts, celui des deuxièmes puissances économiques mondiales et celui des leaders des pays émergents. La Chine se situe donc dans l'entre-deux de la traditionnelle opposition Nord-Sud qui a souvent empêché les négociations d'aboutir. Après 79 ans de disette, la Grande-Bretagne a remporté la Coupe Davis aux dépens de la Belgique après la victoire d'Andy Murray lors du 4e match. Le Britannique a gagné ses 3 rencontres du week-end. Andy Murray a mis fin. Alors, on va rester avec nous, bougez pas. Tout de suite, c'est les minutes du focus de Negat. Nous revoilà ensemble pour la suite de ce journal et pour ce focus d'après-midi. Les 4 fois de nous a rejoint sur ce plateau.
Bonjour Nagal. Bonjour Choukri. Et qu'est-ce que tu nous as préparé? Je présume qu'on va parler de la COP21 bien sûr et revenir en plus en détail sur le discours du président de la République qu'il a tenu tout à l'heure. Voilà, pourquoi ne pas en parler? Donc c'est le sujet en fait principal qui domine. Donc il a en fait, on va décortiquer à peu près son discours. Donc le président en fait a omis donc il y a 53 ans le monde émergeait dans le pire catastrophe humanitaire dans notre monde, dans notre histoire moderne. Donc c'est sur ce décombre que la communauté internationale a tenu par l'urgence à bâtir son salut grâce à un consensus traduit par la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris le 10 décembre 1948. Donc aujourd'hui, c'est le même consensus, Choukri, qui va être établi. Nous devons par la suite donner naissance à ce cas, dans ce même courage auquel nous devons faire appel. C'est dans ce même sens et responsabilité et dans le même devoir, dans cette optique-là, qu'il faut en fait faire signer tout le pays du monde entier un consensus dans lequel ils diront que nous baisserons notre émission de gaz à effet de serre. Voilà. Donc le président a soulevé également que depuis le sommet de Rio tenu en 92 au Brésil, la menace du changement climatique n'a fait que s'intensifier. Donc il apparaît aux yeux de tous assurément que la communauté internationale n'est pas encore à la hauteur des enjeux colossaux que présente le risque environnemental global à laquelle nous sommes bien sûr confrontés. Donc nous disposons bien sûr, est-il en fait soumis, des outils les plus efficaces susceptibles qui pourra nous orienter dans nos trajectoires et pour éviter en fait des pertes humaines, Choukri. Donc il a également en fait conformément au principe des responsabilités communes et différencier les pays développés qui ont, faut-il rappeler, une responsabilité historique dans le réchauffement climatique, une responsabilité historique et qu'ils ont en fait la capacité technologique et financière suffisante. Ces pays-là doivent montrer l'exemple et réduire de façon considérable leur émissions gaz à effet de serre qui polluent la planète. Donc dans la même optique, les pays en voie de développement doivent assumer leur part également de responsabilité. Aucun argument économique ne peut justifier la mise en danger de la planète car la croissance et la richesse matérielle que nous souhaitons aujourd'hui seront dérisoires devant les coûts abyssaux enregistrés par les catastrophes climatiques. Et d'ailleurs, que dire, a-t-il dit, des vies humaines qui seront perdues dans cette catastrophe. Donc certes, les mécanismes d'adaptation ces outils d'assurance des planètes ont été développés ces dernières années. Je crois, a-t-il dit, que nous ne sommes qu'au début des projets en fait qui permettent de protéger la population les plus fragiles contre les aléas climatiques. Donc en ce sens, j'endosse pleinement le président Guelleh a martelé qu'il endossait pleinement les déclarations faites par le président africain, en fait sud-africain, au nom du groupe G77 et la Chine, et par le président Soudan au nom de l'Afrique. Donc le président Guelleh demande à ce que les financements internationaux mobilisés dans le cadre de la lutte contre le changement climatique soient équitablement partagés entre les actions d'atténuation des actions d'adaptation. Donc il a également rappelé qu'aujourd'hui ils se sont réunis pour adopter un nouvel accord universel juridiquement contraignant inscrit par l'expérience du protocole de Kyoto et par l'échec du sommet de Copenhague. Malheureusement, nous devons prendre les décisions qui s'imposent pour trouver un accord d'une part et qui n'exclut aucun pays, d'autre part, et qu'il soit juste et équitable. Donc pour ce faire, il faudra, a-t-il souligné, sans doute accepter et avant qu'il ne soit trop tard, d'ouvrir les prix carrés des souverainetés nationales pour asseoir dans le cadre d'une réponse efficace à la menace globale qu'a connue l'humanité. Et enfin, est-il souligné, l'espoir est là.
à nouveau, et au rendez-vous, il est assez fort et assez puissant pour qu'il nous permette d'entendre sur l'essentiel, celui d'agir et enfin de vraiment protéger notre planète sur laquelle nous vivons, bien sûr. Et il faut rappeler également que le chef de l'État a été accueilli à son arrivée au Bourget par la ministre de l'écologie française, Madame Ségolène Royal. Et au passage, je remercie et je félicite également Negad. Je le rappelle encore une fois la presse technique qu'ont fait nos techniciens aujourd'hui à la Régie News, mais aussi les techniciens qui se trouvent à Paris, au Bourget maintenant même, pour nous faire vivre en direct l'allocution du président Guelleh, à peu près 45 minutes qu'il a tenue devant l'Assemblée générale des pays qui sont rassemblés à Paris pour la conférence climatique, la COP 21. Bravo encore une fois à nos techniciens de la Régie News et nos techniciens qui se trouvent à Paris. Et pour la suite, Negad, qu'est-ce que tu nous as préparé? Et dans l'actualité internationale, la France a en fait mobilisé plus de 150 chefs d'État et de gouvernement qui en fait qui a donné le coup d'envoi aujourd'hui. Bien sûr, l'enjeu est colossal, c'est sous une très grande haute sécurité plus de 150 chefs d'État en fait et de gouvernement réunis près de Paris lundi aujourd'hui. C'est donc donne le coup d'envoi. Donc le président français François Hollande et le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon accueille en fait l'américain Barack Obama, le chinois Xi Jinping bien sûr, le russe Vladimir Poutine, l'indien Narendra Modi et leurs homologues du monde entier bien sûr, notre président djiboutien premier Ismaël Omar Guelleh bien sûr. Donc dans cette optique, le superlatif ne manque pas à cette COP21 qui accueillera plus de 10 000 délégués et autant d'observateurs que journalistes. La plus grande conférence du climat, la plus grande concentration de chefs d'État réunis à l'ONU. D'accord. Et pour l'insolite, clôturer ce focus, Negad. Et pour clôturer l'insolite, en fait, une petite période pour vous faire rire. Donc les pingouins ne sont définitivement pas les rois de l'évasion. Donc preuve, ils essayaient de s'échapper avec leur petite tunique et malheureusement ils n'ont pas réussi. Donc les membres du zoo de Danois dénoncent à filmer l'évasion ratée d'un gang de pingouins. Une organisation et ingéniosité ne sont pas les plus forts de la troupe lors d'une évasion d'être opérationnel. Un tel dessin, les emprunts laissés sur le sol dévoilent tout de suite leur plan en fait d'évasion. Après avoir été rattrapés, les petits malins ont été remis à l'eau. Dans leur piscine. Merci Negad pour ce focus. Je te retrouve demain à partir de 11h dans la matinée pour un nouveau focus bien sûr. Je vous retrouve également demain à partir de 11h pour une nouvelle édition de la rédaction. Je remercie au passage toute l'équipe technique, rédactionnelle et technicien qui ont réalisé ce bulletin d'information. Vous allez retrouver ce soir avec une nouvelle édition bien sûr à 22h Asma Bakar Ali Abdullahi et au passage encore une fois bravo à toute l'équipe tous les techniciens de la RTD. La RTD a su relever, a su faire preuve aujourd'hui de vous remettre en direct le discours du président Guelleh à la COP 21, une prouesse technique bien sûr. Au revoir et à demain, Inch'Allah, bye bye.